Ok, un petit café. Lorsque tu es à l'école, on t'apprend à réfléchir à des problèmes qui ont déjà été résolus. Et là, c'est la première fois que tu te retrouves avec des problèmes que seul toi peux résoudre. Parce que j'en avais marre de me poser beaucoup de questions. Je pars complètement en live dans ce podcast. Il faut trouver une activité qui te permet d'exploiter justement ce potentiel, cet avantage injuste que tu as. Et j'ai pas commencé par une chaîne YouTube justement parce qu'au début, j'avais peur d'affiner. Si tu es en train de passer par cette période où tu te demandes un petit peu à quoi ça sert tes études, où tu te demandes un petit peu ce que tu as envie de faire plus tard, où tu te demandes si tu as le bon parcours, si tu es en train de faire les bons choix, c'est une phase qui n'est pas agréable parce que c'est une phase où tu te remets beaucoup en question et où tu as l'impression que chaque décision va impacter profondément ta vie et va t'amener vers des chemins que tu n'as pas envie forcément d'avoir. Et donc mon but dans cette vidéo, c'est de te montrer comment est-ce que moi je m'en suis sorti, de te montrer le processus que j'ai adopté pour justement passer d'une phase où j'étais complètement troublé, en train de remettre tout en question, en train de vouloir abandonner mes études, à la phase dans laquelle je suis passé après et la phase que j'ai actuellement, la phase dans laquelle que j'occupe actuellement, la façon de penser que j'ai actuellement, qui est une façon de penser beaucoup plus claire, où je n'ai plus besoin de remettre en question mes choix, de me demander si j'ai eu le parcours parfait, si j'ai pas loupé des opportunités. Tout est beaucoup plus clair et je suis content d'être arrivé dans cette phase-là et je suis content aussi d'être passé par une phase où j'étais beaucoup moins bien et une phase où j'étais beaucoup plus dans une sorte de brouillard constant où tu remets beaucoup de choses en question comme je t'ai expliqué et je vais faire cette vidéo comme un podcast parce que c'est pas une vidéo où je peux te donner par exemple 3 astuces pour être plus heureux, 3 astuces pour être plus productif. C'est tellement personnel en fait que je vais pas faire de plan, j'ai pas fait de plan. Je vais juste te donner mes ressentis pour que tu t'identifies, pour que tu vois si t'es passé si t'es passé dans la même phase que moi, si tu as eu les mêmes interrogations que moi. Et si tu te retrouves dans ce que je dis aujourd'hui, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que je vais te donner des conseils qui a priori devraient te permettre de passer dans une phase de ta vie où tu seras beaucoup plus calme, beaucoup moins stressé par ton avenir et où tu apprécieras de plus en plus le processus de te poser beaucoup de questions parce que tu vas commencer à apprécier le fait de te poser des questions qui ne trouvent pas de réponse en un jour parce qu'on est d'accord et c'est peut-être pour ça que ça te fait beaucoup stresser ta sélection, ton futur. C'est parce que c'est peut-être la première fois de ta vie où tu te poses des questions qui ne vont pas trouver réponse en un jour. Lorsque tu es jeune, lorsque tu es enfant et même lorsque tu es adolescent, la plupart des questions que tu te poses trouvent une réponse immédiate. Lorsque tu es enfant et que tu veux aller jouer, si tes parents te disent non, bah, tu vas pas jouer. Lorsque tu veux tel objet et que tes parents te disent non, tu as la réponse immédiatement. Lorsque tu as envie de faire telle chose demain ou après-demain et qu'on te dit non ou qu'on te dit oui, tu as la réponse immédiatement. Et même lorsque tu es adolescent, la plupart des questions que tu te poses trouvent réponse assez rapidement. Et lorsque tu arrives dans cette phase où tu commences à avoir beaucoup de questions qui trouvent pas de réponse en un jour, comme la sélection, comme le fait de chercher à peu près de te découvrir toi-même, c'est-à-dire de savoir ce que tu aimes, de savoir ce que tu as envie de faire, des questions plus personnelles, des questions qu'on se pose lorsqu'on commence à devenir plus mature, c'est des questions qui ne trouvent pas réponse en un jour, qui ne trouvent pas réponse parfois en quelques semaines, qui parfois prennent plusieurs mois, voire plusieurs années à être résolues. Et encore, elles sont jamais vraiment totalement résolues. Le fait de savoir ce que tu aimes, le fait de te connaître à 100%, je pense que ça met des années et qu'il y a des personnes qui décèdent sans même savoir ce qu'elles avaient envie de faire dans leur vie, sans même se connaître à 100%. Donc c'est un processus. C'est quelque chose qui prend du temps et ça peut être déstabilisant au début. Et je suis passé par cette partie cette partie de ma vie où c'était très déstabilisant. Et je vais te dire, parce que je me rappelle extrêmement bien en fait, parce que c'était il y a un an tout pile. Et j'avais beau être en master, c'est-à-dire rentrer bientôt au master, je venais d'avoir ma licence de droit, donc a priori, selon certaines personnes, j'étais vraiment très bien avancé dans ma carrière, j'allais vraiment tout était parfait en fait. Je venais d'avoir ma licence, j'avais même eu une mention, donc j'avais toutes les caractéristiques de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, sait ce qu'il veut faire. Sauf que dans ma tête, c'était pas du tout comme ça. C'est pour ça que je répète que les diplômes et les compétences et le diplôme et le bonheur, c'est complètement différent parce qu'il y a des choses il y a des choses qui doivent se résoudre intérieurement, il y a des questions qui doivent se poser intérieurement et le diplôme, c'est juste quelque chose qui va récompenser
le travailler. Mais c'est pas quelque chose qui va récompenser ce qui se trouve dans toi en fait, tes interrogations, tes questionnements. Il n'y a pas de diplôme qui va t'aider, qui va venir certifier le fait que tu es heureux. Il n'y a pas de diplôme qui va venir certifier le fait que tout est clair dans ta tête. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé avec un bac plus 3, du coup, avec une licence en droit, avec un master 1. Alors à l'époque, la sélection c'était en master 2, donc j'avais pas besoin de passer par la sélection. Mais je suis passé par cette phase où j'étais complètement perdu, mais vraiment complètement perdu par rapport vis-à-vis de mon avenir en fait, parce que j'aimais pas spécialement le droit. J'ai compris que c'était pas ma passion et je m'étais fait à l'idée que c'était pas ma passion et que j'avais pas besoin que ce soit ma passion pour en faire mon métier plus tard, parce que je suis curieux et j'étais allé demander à mes professeurs si le droit était leur passion, et 9 professeurs sur 10 venaient me dire que c'était pas leur passion, mais que en gros c'est ce qui te permettait de gagner ta vie. Donc ils faisaient du droit, ils enseignaient le droit, ils faisaient des recherches sur le droit la semaine, et le week-end ils s'accordaient du temps pour travailler ou pour passer plus de temps à faire des choses qui les passionnent plus. Donc moi, selon moi, dans ma tête, il fallait pas être passionné par le droit pour en faire son métier. Et du coup, j'étais toujours dans cette optique que j'allais faire du droit plus tard, que j'allais... à l'époque, je voulais devenir avocat, et c'est pareil, je suis passé par des phases où je voulais devenir officier de gendarmerie. Il y a une phase où je voulais devenir membre du GIGN. J'étais vraiment attiré par ce côté militaire. Et il y a aussi une phase où j'ai voulu devenir avocat d'affaires. J'avais fait des stages dans un cabinet d'avocats. J'avais fait un stage au tribunal de commerce. Tout ça, c'était des expériences intéressantes, mais en fait, j'étais cette personne qui changeait d'avis tout le temps. Et c'est pas socialement valorisé d'être tout le temps indécis. C'est beau, tu vois, les histoires où la personne avait déjà trouvé son métier à 10 ans, avait déjà trouvé sa passion à 10 ans, et maintenant cette personne arrive à vivre de sa passion. Mais c'est pas quelque chose qui concerne la majorité des personnes, et l'extrême majorité des personnes, non, l'extrême majorité des personnes n'a pas d'idée très précise de ce qu'elle a envie de faire lorsqu'elle a 20 ans, 21 ans, 22 ans et même 25 ans. Et du coup, le problème, c'est que ça te met une pression d'avoir, que ce soit socialement valorisé, d'avoir vraiment une idée très précise de ce que tu veux faire, que ça va te mettre beaucoup trop de pression. Tu vas te mettre beaucoup trop de pression, et c'est à ce moment-là que tu vas faire des mauvais choix. On va reprendre chronologiquement l'histoire. Je viens de finir ma licence de droit, ma troisième année de licence de droit en mai. Je viens d'avoir mes résultats, je suis admis. Je sais que je reprendrai en M1 des JCE en septembre 2019, et je finis du coup mon année universitaire en mai 2019. À ce moment-là, je suis perdu parce que je viens d'avoir ma licence, mais je sens que je ferai peut-être pas avocat plus tard, je serai peut-être pas juriste plus tard. Et j'ai peur même de faire un métier dans lequel je ne serai pas bon, parce que selon moi, il faut être un minimum passionné par ce que tu fais pour être bon. Et moi, j'avais comme objectif d'être un des meilleurs dans ce que je voulais faire. Je voulais être une référence de l'activité que je faisais, et je me disais qu'en étant avocat, je ne serais jamais une référence, et je serais à la limite peut-être le meilleur avocat de ma ville, peut-être le meilleur avocat de ma rue, si je suis dans une rue avec beaucoup d'avocats, mais ce n'était pas quelque chose qui me passionnait vraiment. Et du coup, j'étais dans cette phase où j'étais vraiment perdu, complètement perdu, et je me suis dit, écoute Grégoire, tu vas pas travailler beaucoup ce mois-ci, tu vas pas travailler beaucoup ces vacances. J'avais juste un travail étudiant en août 2019, donc je me suis dit, tu as quand même plusieurs mois, c'est simple, on est en fin mai, et il faut qu'en septembre tu saches quoi faire. Il faut qu'en septembre tu aies trouvé les réponses à tes questions. Donc déjà, j'avais quand même pas mal de temps devant moi, et je pensais que en début juin, en fait, j'allais avoir toutes mes réponses et que j'allais commencer à profiter de mes vacances. Sauf que il m'a fallu beaucoup plus que ça en fait, parce que je pensais qu'en quelques semaines, même je m'étais donné quelques semaines, je pensais que c'était trop, mais pas du tout. En fait, lorsque tu es paumé par rapport à ta sélection, lorsque tu es paumé par rapport à ton futur, ça prend du temps, et comme je te dis, c'est peut-être la première fois que tu as des questions qui prennent beaucoup de temps, et on ne trouve pas les réponses dans des livres, on ne trouve pas la réponse, c'est pas tes parents qui vont te donner la réponse, c'est pas une vidéo YouTube qui va te donner la réponse, et il n'y a que toi en fait qui a la réponse. Et ça peut paraître déstabilisant justement, parce qu'on t'a toujours donné les réponses depuis que tu es petit. Lorsque tu es à l'école, on t'apprend à réfléchir à des problèmes qui ont déjà été résolus. Et là, c'est la première fois que tu te retrouves avec des problèmes que seul toi peux résoudre. Et des problèmes qui ne peuvent pas être résolus en quelques jours. Et donc, j'étais complètement paumé. Et je vais te donner ma routine. Parce que c'était vraiment une routine. C'était tous les jours pareil. Et quand j'y repense, c'était fatigant, mais c'était
satisfaisant parce que j'avais quand même le sentiment d'avancer dans mes réflexions et c'était quand même épuisant parce que tu avais une idée de métier, tu avais une idée de ce que tu voulais faire qui te paraissait génial, tu te disais c'est bon, j'ai trouvé la réponse et le lendemain, c'était pas la même chose. Tu n'avais plus la même excitation, tu n'avais plus envie d'avoir ce parcours-là. Et lorsque tu pensais trouver une solution, il y avait d'autres solutions qui arrivaient et tu savais plus où donner de la tête. Tu te couchais avec la tête fatiguée, la tête lourde, le sentiment d'avoir la tête lourde. Et je me couchais tous les soirs vraiment avec le sentiment d'avoir une tête lourde parce que je passais ma journée à avoir des questions et c'était épuisant. Mais comme je te l'ai dit, j'avais quand même l'impression que c'était quelque chose de bien qui était en train de se passer. J'avais le sentiment que quelque chose de bien était en train de se passer parce que je me dis c'est la première fois de ma vie où je me pose autant de questions et il y a forcément quelque chose qui va en sortir de positif. Et ça a été le cas. Mais d'abord, il a fallu passer par cette phase-là. Et donc ma routine, c'était toujours la même. C'était, je me lève le matin et bizarrement, j'étais assez excité par cette idée de vraiment trouver quoi faire en septembre. Parce que je me suis dit, Grégoire, j'avais 20 ans à l'époque et je me suis dit, t'as jamais vraiment eu un projet qui, à part le sport, qui avait duré longtemps et t'as jamais vraiment pris la responsabilité de faire quelque chose à part le sport, comme je le dis. J'avais jamais vraiment pris une décision moi-même. Il y avait toujours au moins la décision qui était influencée par mes parents, au moins pour moitié, mes proches, mon entourage. J'avais jamais pris, en gros, pour parler vulgairement, j'avais jamais vraiment pris mes coups. En fait, j'avais jamais pris vraiment la responsabilité d'assumer à 100% une décision, c'est-à-dire de prendre une décision moi-même, c'est-à-dire d'avoir mes réflexions et de trouver mes solutions et de l'assumer à 100%. Et là, je me suis dit, c'est la première fois qu'il y a autant de réflexions qui arrivent de moi, qui viennent de moi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, sur quel domaine est-ce que je vais pouvoir être meilleur que les autres, qu'est-ce que je fais de mieux que les autres, quelle activité va me permettre de m'épanouir. Et toutes ces questions, c'était la première fois que c'était des vraies questions personnelles que je me posais et pas des questions que m'aurait transmis mon entourage par exemple. C'était des vraies questions qui m'intéressaient moi parce que je voulais prendre mes responsabilités et c'était la première fois que je me posais vraiment des questions personnelles comme ça qui me concernaient moi, qui concernaient mon futur et qui allaient me permettre de m'épanouir moi. Et c'était une démarche assez, si on prend littéralement égoïste, parce que ça ne me concernait que moi, mais comme on peut le voir maintenant, mes projets, ça ne me concerne pas que moi. Les projets, ça ne concerne pas que moi. Ce que je lance en ce moment, ça aide d'autres personnes. Les projets que j'ai en ce moment, ça aide d'autres personnes. Et en fait, il faut parfois accepter de passer par une phase où tu te refermes sur toi, au sens positif du terme, c'est-à-dire que tu fais une petite introspection ou une grande introspection. Tu vas venir chercher, tu vas creuser dans toi, dans ton cerveau et tu vas aller chercher des réponses à beaucoup de questions, ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire, ce qui va te permettre de t'épanouir, ce que tu fais bien naturellement, ce que tu faisais bien quand tu étais enfant, ce qui est souvent un indice pour savoir ce que tu fais bien maintenant. Et d'abord, tu vas vraiment te concentrer sur toi et chercher ce que toi tu as envie de faire. Et ça fait bateau comme ça à chaque fois. C'est une phrase que beaucoup de personnes qui font des vidéos motivation disent. Mais c'est une vraie question à se poser en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font quelque chose sans savoir vraiment si elles. Qui font quelque chose qui n'exploite pas leur potentiel à 100%. Et moi j'étais intéressé par ça. J'étais intéressé par le fait de trouver quelque chose, une activité qui me permettait d'exploiter mon potentiel à 100%. Parce que c'est comme. Parce que je sais que si moi, et je me connais un petit peu justement, j'ai appris à me connaître, je sais que si tu me donnes quelque chose qui m'excite, un projet qui m'excite, que tu me donnes du temps, mais pas trop, pour pas que j'ai le temps de trop procrastiner, et que tu me donnes un objectif ambitieux, quelque chose qui risque de changer ma vie, de me construire une réputation, de quelque chose qui me stimule, et que tu me donnes ces trois ingrédients, je peux être quelqu'un d'extrêmement productif, je peux être quelqu'un qui réussit des choses grandes en fait. Et moi je sais que je fonctionne comme ça. Si on me donne les bons ingrédients, si je me donne les bons ingrédients, je vais exploiter mon potentiel à 100%. Et c'est ça que je voulais trouver. Et donc j'étais dans cette phase-là où tous les jours je me levais avec beaucoup de questions, toujours les mêmes, hein, c'est celles que je répète depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que si je continue sur ce chemin-là, est-ce que si je continue 100% ce que je suis en train de faire,
et que j'arrête de me poser ces questions-là, c'est-à-dire est-ce que si j'oublie tout ce processus de réflexion et que je rentre en droit cette année en Master 1 et que je continue mes études sans changer quoi que ce soit, est-ce que lorsque je serai sorti de l'université, est-ce que lorsque j'aurai mon bac plus 5 et que je passerai des concours, est-ce que ce futur va me plaire? Et c'est à ce moment-là que je suis allé voir aussi des avocats, des étudiants de Caen qui sortaient de l'université de Caen. J'allais regarder simplement leur niveau de satisfaction, leur niveau de bonheur, leur niveau de fatigue, et je me disais, est-ce que j'ai envie de faire ça plus tard? Et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les gens, et j'arrive vite à percevoir ce qui va ou ce qui ne va pas chez les personnes. Et j'étudie aussi mes chargés de TD, les personnes qui étaient du coup plus âgées que moi, qui avaient souvent déjà fini leurs études, qui étaient soit des doctorants, soit des avocats en formation, soit des notaires en formation, soit des apprentis, des élèves. Et j'ai pas vu un seul apprenti, j'ai pas vu un seul chargé de TD qui était du coup jeune avocat ou jeune notaire, qui vraiment avait l'impression d'être heureux dans ce qu'il faisait. Ou alors il était juste très fatigué, mais je veux dire, ça m'a pas enthousiasmé plus que ça. Moi, mon plan, c'était juste qu'en septembre, j'ai une idée de quoi faire. Si c'était arrêter mes études, je l'aurais fait. Si mon plan, c'était d'arrêter mes études, de partir en Thaïlande et de vivre avec 500 euros par mois, pardon, et de chercher, de faire des petits métiers je sais pas, pour rencontrer d'autres personnes, pour découvrir, pour élargir mon champ des possibles, pour avoir une vision plus reculé sur le monde, parce que lorsque tu es étudiant, tu as l'impression que la seule façon de survivre financièrement, c'est d'avoir un métier avec les études que tu fais. J'avais une vision très étriquée, et c'est le problème aussi lorsque tu es étudiant, c'est que tu as l'impression que tout le monde est étudiant, que c'est la seule solution, alors qu'en réalité, lorsque tu es étudiant, c'est une minorité, tu es une minorité de personnes. En fait, tu as l'impression que tout le monde étudie lorsque tu es étudiant, parce que tes amis étudient, parce que tes parents ont étudié, mais les étudiants, je ne sais pas combien de pourcents de la population ça représente, mais les étudiants, selon moi, on est 10-15%, on représente 10-15%, on n'est pas non plus une majorité. Et du coup, je cherchais un plan, tout simplement. Est-ce que le plan, c'était d'arrêter mes études? J'y ai pensé. Est-ce que le plan, c'était de lancer un projet en même temps que mes études? Et là, je pense que si tu connais la chaîne et que tu me suis depuis longtemps, tu sais que c'est cette solution que j'ai adoptée. Et surtout, dans ce cas, si je lançais un projet pendant mes études, quel projet ça allait être? Quel projet allait être capable de changer mon quotidien, et d'impacter et de faire en sorte que mes études ne soient plus juste une phase de ma vie où je me forme sans vraiment aimer trop ce que je fais. Comment est-ce que j'allais trouver un projet qui allait révolutionner mes études et mon mode de vie étudiant? Et donc ce projet, je l'ai trouvé quelques mois plus tard, mais j'avais juste besoin d'avoir une idée, d'avoir une direction en fait, parce que c'est ça, quand tu es perdu, c'est un petit peu comme quand tu es en mer et qu'il y a beaucoup de brouillard, tu as juste envie de voir un phare au loin, tu as juste envie de voir, de savoir où aller. Et donc moi au début, j'étais dans cette phase où j'étais complètement perdu, et j'avais beaucoup de questions comme ça chaque jour, et ce qui m'a aidé, c'est les balades. Et lorsque je te parle des balades, ça me fait penser à un message que j'ai reçu ce matin, d'ailleurs qui m'a inspiré à faire cette vidéo, de Julie, une personne qui me suit, qui m'a demandé, qui j'ai l'impression est dans une phase que moi j'ai connue, la phase dont on parle depuis le début de la vidéo, cette phase où tu te demandes si tes études te plaisent, si tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton avenir. Je pense qu'elle est dans cette phase-là. Elle m'a envoyé un message et ce que je lui ai répondu, c'était de se balader. Et c'est tout bête, mais moi c'est une habitude qui a changé ma vie. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, ou alors elle va sortir dans les prochains jours. Mais cette habitude a vraiment changé ma vie. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était toujours pareil. La journée, j'étais paumé. Je me posais beaucoup de questions, mais en même temps, je faisais en sorte d'avoir beaucoup de questions, parce que j'avais compris que plus tu te poses de questions, plus vite tu vas trouver des solutions. Et donc, je faisais en sorte de me faire chauffer le crâne, en gros. Je faisais en sorte d'avoir tout le temps de nouvelles choses qui allaient me remettre en question. Et je regardais des vidéos, et je regardais des vidéos. Et je regardais des vidéos YouTube de personnes différentes, comme Gary Vaynerchuk, qui a été vraiment un acteur principal dans ma remise en question, qui m'a appris à avoir une vision plus... d'avoir plus de recul sur la vie. C'est une personne qui est plus âgée que moi, qui connaît mieux la société que moi, qui connaît mieux le monde d'aujourd'hui que moi. J'ai beaucoup appris avec lui.
Et je me suis entouré de personnes qui étaient plus âgées que moi et qui n'hésitaient pas à me remettre en question, qui remettaient en question la valeur des diplômes, qui remettaient en question euh, le fait que le temps était précieux, parce que lorsque tu es étudiant, tu as vite l'impression que 5 ans, 6 ans, 7 ans de ta vie, c'est pas beaucoup, c'est un sacrifice à faire pour avoir un diplôme, mais c'est vrai que, et j'en avais fait une vidéo, j'avais parlé du fait que c'est énorme 5 ans de ta vie, surtout lorsque tu as 18 ans et que tu as un potentiel énorme, et qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui se rendaient compte de leur potentiel trop tard, c'est-à-dire après les études, et tout ça, toutes ces remises en question, c'était une partie, c'était une partie obligatoire, c'était une étape obligatoire du processus. Il faut que tu te remettes en question. Et comment est-ce que tu peux faire ça? Bah déjà en écoutant les autres, parce qu'il y a beaucoup de personnes que tu fais, que tu entends mais que tu n'écoutes pas, parce que tu n'as pas envie de les écouter, parce que parfois c'est pas facile de se laisser remettre en question. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que je les ai aidés à opérer une remise en question. Donc moi je suis le genre de personne qui va te faire te remettre en question, même si ça me vaut quelques critiques au début ou quelques personnes qui doutent, qui doutent de ce que je dis. Je pense pas avoir non plus la vérité, mais je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues qu'ont les étudiants et qui empêchent les étudiants de prendre des bonnes décisions. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes qui te donnent aussi des mauvais conseils, selon moi, parce qu'ils vont te donner des conseils qui étaient adaptés à la société d'avant, mais qui ne s'adaptent plus à la société d'aujourd'hui. C'est pour ça que je répète souvent que tu ne peux pas calquer ta vie, tu peux pas calquer ta vie sentimentale ou ta vie professionnelle sur celle de tes parents, parce que la société a changé, la façon dont on se construit une carrière est complètement différente aujourd'hui et il y a 20 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a des conseils d'adultes, on va dire, qui sont périmés, mais il y a aussi des adultes qui ont pleinement compris la façon dont la société fonctionne aujourd'hui, comme Gary Vaynerchuk, comme des personnes qui ont du recul, en fait, comme les auteurs. Souvent les auteurs, c'est pour ça que je répète que lire des livres, c'est important, c'est parce que c'est des personnes qui ont une certaine sagesse et qui vont justement, à ce moment-là où tu es dans un brouillard un petit peu, qui vont te rapporter un petit peu de clarté là-dedans. Et c'est pour ça que je t'incite à lire. D'ailleurs, tu sais que j'ai fait une vidéo sur le livre qui a changé ma vie. C'est le premier livre en anglais que j'ai lu et qui m'a beaucoup aidé dans cette période de ma vie où justement j'étais en pleine réflexion. Je pense que n'importe quel livre qui cherche à t'apprendre quelque chose est bon à prendre dans les phases où tu te sens un petit peu où tu te poses beaucoup de questions. Un petit peu comme quand lorsque tu es en rupture amoureuse, tu as tendance à tout de suite voir et mieux entendre les paroles d'une chanson triste. Lorsque tu te poses beaucoup de questions, dès que tu lis, pour peu que tu lises un bon bouquin ou pour peu que tu entendes une personne intéressante, les conseils que cette personne va te donner, vont beaucoup plus t'impacter en fait. Et il faut aussi du coup que tu sois dans cette phase où un petit peu voilà comme une personne qui est en rupture amoureuse et qui du coup dans la rue ne voit que les couples, ne voit que les personnes tristes, n'entend que les paroles tristes en gros. Toi tu vas être dans une phase où comme tu te poses beaucoup de questions, tu vas être à l'affût de n'importe quel bon conseil qui pourrait t'aider pour ton futur. Tu vas développer une curiosité absolue comme moi. J'ai été dans cette phase-là, c'est que chaque conseil, chaque indice, chaque professionnel que je regardais, je l'identifiais. Est-ce que sa vie a l'air de me convenir? Est-ce que je me verrais bien à sa place? Sinon, dans ce cas, j'essayais de ne pas faire en sorte d'avoir la même carrière que cette personne. Si cette personne m'inspirait, je vais essayer de faire en sorte d'avoir une vie plus tard qui ressemble à la sienne, même si c'est pas extrêmement, même s'il ne faut pas se comparer excessivement. Mais en gros, tu vas être dans un état où dès que tu sembles trouver ou entendre une information qui est pertinente par rapport à ton futur, qui semble cohérente, même si elle paraît contre-intuitive et qu'elle te remet en question, tu vas la prendre, tu vas la noter. Je me rappelle que j'ai jamais pris autant de notes que pendant cette période parce que j'étais vraiment dans cette démarche de trouver une solution parce que j'en avais marre de me poser beaucoup de questions. Et je te dis, il a fallu, même en étant dans cette phase-là, il m'a fallu plusieurs semaines, plusieurs mois pour savoir qu'en septembre, j'allais lancer ma chaîne YouTube. Comment est-ce que j'ai trouvé l'idée de ma chaîne YouTube? Comme je te l'ai dit, je suis reparti en enfance. Quand j'étais enfant, j'étais la personne qui conseillait tout le monde. J'étais, on va dire, le confident. On aimait bien me demander des conseils et j'ai toujours eu des facilités à prendre la parole et à parler aux gens, même si il fallait que je dise des choses un peu plus cash. Et donc YouTube, si on regarde un petit peu, c'est ce que je fais sur YouTube. J'avais un besoin de progrès constant
Et c'est ce qui m'a, par exemple, c'est ce qui m'a empêché de vouloir continuer dans l'armée, c'est que j'avais pas envie. Et quand j'étais dans l'armée, que j'étais gendarme réserviste, je me suis dit un jour je serai officier, puis après je serai commandant, puis après je vais monter lieutenant-colonel, etc. Et il y a un truc qui m'a freiné, c'est que pour monter en grade, arriver à un certain niveau, il faut passer par du léchage de bottes, ou alors il faut simplement prendre son mal en patience et attendre plusieurs années. Par exemple, parfois il y a des grades que tu ne peux avoir qu'après une certaine ancienneté. Ce qui est selon moi quelque chose de bien parce que l'expérience ne s'achète pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me fallait un métier qui me permettait de grimper très haut, très vite. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est comme ça que ça me... Je te dis, moi, il y a des ingrédients qui vont m'aider à être plus productif. Il faut que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je puisse faire quelque chose de grand assez vite, il faut que je puisse faire quelque chose de stimulant. Et ça ne me stimule pas, moi, d'attendre plusieurs années pour dépasser un palier. Il faut que je puisse progresser vite et fort. Et c'est ce que YouTube me permet de faire parce que YouTube, Internet, il n'y a pas de palier, il n'y a pas d'entretien d'embauche. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Internet donne tellement d'opportunités, de croissance, de progrès qu'on ne retrouve pas ailleurs, que pour moi c'était comme une évidence, il fallait que je fasse quelque chose sur Internet. Et j'ai pas commencé par une chaîne YouTube justement parce qu'au début j'avais peur d'afficher ma tête sur YouTube. Je ne savais pas parler devant une caméra, je ne savais pas gérer l'éclairage, je ne savais pas gérer le son. Et du coup il a fallu que je trouve quelque chose et j'ai commencé par écrire des articles de blog, entre guillemets. Je voulais lancer un blog et j'ai commencé à écrire des articles sur LinkedIn. Le premier a jamais été publié parce que je me suis auto-censuré, ce qui est la pire des choses à faire, mais je me suis auto-censuré, j'ai trouvé que l'article n'était pas assez bon, donc je ne l'ai pas publié. Et le deuxième que j'ai publié, et donc le premier qui est officiellement en ligne et qui est toujours en ligne actuellement, c'est mon article sur les 5 conseils pour les étudiants qui commencent leur rentrée, 5 conseils pour les jeunes étudiants en droit, notamment plus spécifiquement les étudiants en droit, où je donnais des conseils. Le fait de ne pas acheter trop vite des bouquins de droit parce qu'on a une bibliothèque numérique qui te donne accès à des livres de droit gratuitement, le fait de ne pas remplacer ta vie par le droit, enfin bref, j'avais donné 5 astuces comme ça, c'était un article assez basique et j'ai eu la chance que cet article soit vite partagé par des personnes assez populaires dans le milieu du droit. Il y a eu Jurixio qui m'a repartagé, il y a eu le Christ Cosmique qui est une personne assez influente, un étudiant en droit qui est assez influent sur Twitter qui m'avait repartagé aussi. Et du coup cet article a bien fonctionné et m'a permis dès le début d'avoir une certaine audience. Et donc j'ai continué à faire des articles toutes les semaines et puis en septembre j'ai lancé ma première vidéo que tu connais peut-être déjà sur ma vie d'étudiant en droit des affaires. C'était la première vidéo de la série 1 an dans la vie d'un étudiant en droit, dans laquelle j'allais filmer tout mon quotidien d'étudiant en droit tout au cours de l'année pour montrer que c'était possible d'avoir des études et des projets ambitieux et de réussir les deux en même temps. Et je retrouvais dans YouTube absolument tout ce que j'aimais faire, cette progression possible. C'est assez excitant de se dire que ton quotidien peut changer du jour au lendemain, même si pour moi c'est dangereux. C'est pour ça que je suis content en fait de ne pas avoir eu un succès immédiat et très fort, c'est-à-dire de ne pas passer de 100 abonnés par jour à 100 000 abonnés par jour. Parce que selon moi, il faut quand même se préparer mentalement lorsque tu te lances sur Internet, à savoir gérer les critiques, à savoir gérer les commentaires négatifs ou l'absence de commentaires aussi, parce qu'au début, lorsque tu produis, tu travailles beaucoup et tu as peu de retours. Donc tout ça, pour moi, c'est des choses qu'il faut apprendre au début. Et un peu de la même façon que lorsque tu pratiques de la musculation, lorsque tu te muscles, tes muscles et tes articulations ne progressent pas à la même vitesse. Et justement, les pratiquants en musculation se blessent souvent à la 2e ou 3e année parce qu'ils sont à une phase où les muscles ont plus progressé que les articulations et du coup les articulations ne sont pas prêtes à encaisser les nouveaux poids, le fait que les pratiquants mettent plus lourd et poussent plus lourd, et c'est à ce moment-là que les blessures arrivent. Et je pense que lorsque tu gères un réseau social ou lorsque tu gères un contenu sur Internet et que du coup tu sais que la critique peut être là, je pense que ton esprit n'est pas prêt à gérer autant de critiques dès le début. C'est un petit peu comme tes articulations. Toi, tu peux avoir l'impression que tu es prêt, que tu es prête à encaisser
des critiques, des commentaires négatifs, mais en fait ton esprit ne l'est pas encore. Donc je suis content moi d'avoir eu, on va dire, un succès et qui est toujours comme ça. Alors avec le confinement, j'ai eu beaucoup plus d'audience d'un coup, mais c'était pas non plus un succès vraiment faramineux, quoi. C'était quand même gérable. Alors j'ai eu plus de critiques, j'ai eu aussi plus de gens positifs qui m'ont suivi, mais c'était assez gérable et je suis content et ça continue maintenant, ça progresse tranquillement en fait et je suis content que ça marche comme ça, que ça se passe comme ça, parce qu'au moins petit à petit je me forme à avoir plus de gens qui me suivent et plus de gens aussi qui n'aiment pas forcément ce que je fais et ce que je représente. Je pars complètement en live dans ce podcast là, j'ai pas fait du tout de plan, mais tout ça pour dire que YouTube représentait exactement ce que j'avais envie de faire. C'était une possibilité de croissance maximale et rapide, même si, comme je te l'ai dit, c'est pas quelque chose que je voulais. Je voulais pas que ça m'arrive d'avoir une croissance exceptionnelle, mais ça arrive pas à tout le monde, hein. Statistiquement, ça arrive pas à tout le monde, et je suis content que ça me soit pas arrivé à moi, parce que maintenant mes fondations sont plus solides. Ça fait bientôt 1 an que je fais ça. Ça fait bientôt 1 an que j'ai appris à gérer, on va dire, les risques de mon métier, parce que je considère ça comme un métier. Et YouTube représentait tout ça. Le fait que pour moi, j'avais des facilités naturelles. Il y a un livre qui s'appelle The Unfair Advantage, qui a été écrit par je ne sais plus qui te montre que pour avoir du succès, il faut que tu joues avec ton avantage naturel, The Unfair Advantage, ou ton avantage injuste, plus évidemment le travail et la discipline et tout ce qui va avec. Mais ce livre te montre qu'on a tous des facilités et que tu dois jouer sur ces facilités. La nature t'a donné des choses que tu fais naturellement mieux que les autres, alors il faut l'utiliser, il faut trouver une activité qui te permet d'exploiter justement ce potentiel, cet avantage injuste que tu as, et multiplier ça avec du travail, et avec ça tu risques de réussir, tu risques fortement de réussir. Mais comme je te l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui cherchent à trouver une activité, ou alors qui n'ont pas trouvé la possibilité d'exercer une activité qui permettra de mettre en œuvre cet avantage injuste. Et il y a aussi des personnes qui ont cet avantage injuste, mais qui ne le multiplient pas, qui ne l'additionnent pas avec du travail, et qui du coup ne réussissent pas. Et du coup, YouTube, selon moi, c'était quelque chose qui me permettait d'avoir et d'exploiter cet avantage injuste que j'ai, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie depuis que je suis petit. Je suis quelqu'un qui est souvent de bonne humeur depuis que je suis petit, et je suis quelqu'un qui, même si au début c'était pas facile pour moi de parler devant la caméra, tu peux le voir en regardant mes premières vidéos, je suis quand même quelqu'un qui est assez tourné vers les autres. Alors je suis pas non plus extraverti, mais j'ai comme cette facilité de parler aux autres, et j'ai souvent trouvé vite les bons conseils lorsque justement parce que depuis que je suis petit, on me pose des questions en fait. Depuis que je suis petit, je suis la personne qu'on vient voir lorsqu'on a des problèmes. Et même si à un moment, lorsque j'étais petit, ça devenait trop pour moi, parce que du coup je répondais tellement aux autres que j'avais pas le temps de gérer mes propres problèmes, c'est quand même quelque chose qui m'a donné de l'expérience, et j'arrivais assez vite à percevoir les personnes, j'arrive vite à trouver les bons conseils en fait. Et donc c'est adapté pour YouTube, parce que sur YouTube on te demande de répondre à des questions. En tout cas si tu fais des vidéos qui ont pour but de donner des conseils, on te demande dans une courte vidéo de trouver des réponses, de donner des réponses. Et du coup c'était assez adapté à ma personnalité. Je suis aussi quelqu'un qui a hérité d'une certaine empathie, parce que dans ma famille on est très empathique, parfois même un petit peu trop empathique, c'est-à-dire qu'on fait parfois passer tout le monde avant soi. Et il a fallu que je trouve un équilibre entre cette empathie naturelle qu'on a et cette empathie familiale qu'on a chez les dossiers, et que je combine ça avec quand même une pointe d'individualisme pour pas non plus être submergé par le malheur de tout le monde, pour que ça n'affecte pas ma santé mentale entre guillemets. Donc si on regarde bien, j'ai toutes les caractéristiques de quelqu'un du métier que je suis en train de faire en ce moment. Et c'était ça qui m'a décidé de faire YouTube. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est ça que je veux faire plus tard. Le problème, c'est que je ne savais pas parler devant une caméra.